Bienvenue dans ce webinaire du CRIP et de Netmetrics. Aujourd'hui, le sujet, ce sera les nouveaux challenges IA. Pour parler de ça, je suis aujourd'hui avec Olivier et Étienne, à qui je laisse la parole dans une seconde. Le temps de vous rappeler que vous avez donc cet espace de chat disponible tout au long de la session pour nous inscrire vos remarques et vos questions. Donc, n'hésitez pas, nos intervenants seront ravis d'y répondre. Et Étienne, je crois que c'est vous qui commencez, je vous laisse la parole. Merci Lucie et bonjour à tout le monde. Enchanté de faire ce webinaire avec Olivier. Donc moi je me présente Étienne Coulon, je suis basé vers Grenoble. Je suis en charge du business de la société Dorut, qui est une société américaine basée au-dessus de Boston. Dorut est une société qui a été créée un peu plus de 5 ans et s'est spécialisée dans les architectures de cartes d'accélération pour architecture IA. Très bien, merci Étienne. Olivier, donc je me présente Olivier Vaugrenard, donc de la société Netmetrics, et je suis un des cofondateurs de la société. Et aujourd'hui, on va aborder les différents challenges qu'apporte l'IA. Je vais commencer par... Alors, peut-être juste un petit mot. Je suis désolé, je vais être obligé de couper ma caméra parce que j'ai mon PC qui... avec des petits problèmes de performance, de gestion des ressources, justement, dont on va parler. Donc, je vais couper ma caméra pour être sûr que vous m'entendiez bien. Voilà. J'espère que ça a l'air de redescendre un petit peu. OK, super. Donc, si on fait un constat concernant les data centers dits traditionnels, eh bien, on sait que, par définition, ceux-ci sont énergivores, mais avec l'arrivée de l'IA, la donne change de façon hyper importante. Et on va le voir. Donc, en fait, les data centers liés à l'IA font face à des défis techniques majeurs. Et on va parler de puissance de calcul, de consommation électrique et de gestion des infrastructures. Alors, une grosse différence entre les data centers classiques et de nouvelle génération, c'est l'utilisation massive de cartes graphiques dites GPU, dont plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, vont être déployés au sein d'un même data center. Donc, il y a un changement de paradigme qui va être énorme. Donc, en fait, ces cartes GPU, et pour ne parler que d'elles, vont entraîner une augmentation exponentielle de la consommation électrique et qui n'a rien à voir avec ce que l'on avait précédemment. Donc, ces nouvelles infrastructures doivent intégrer des systèmes d'alimentation bien sûr redondants et évolutifs tout en optimisant leur efficacité énergétique. Donc, ça, c'est très important, l'optimisation. Et qui dit consommation électrique élevée, dit dégagement de chaleur intense. Donc, les systèmes, ce qu'il faut savoir, c'est que les systèmes de refroidissement à air classiques deviennent insuffisants. Et il y a des nouvelles techniques qui émergent, comme le refroidissement liquide et ou immersif, qui sont de plus en plus utilisés. Alors, on va retrouver d'autres challenges qui vont se situer plus au niveau du réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA est hypersensible à ce que l'on appelle la latence. Et donc, la latence sur les réseaux qui vont être dédiés à l'IA doit être extrêmement faible. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la synchronisation temporelle des équipements doit se faire avec une seule et même référence de temps. Et cette référence de temps doit être ultra précise. Et on va parler de résolution de l'ordre de la nanoseconde et doit être très stable. Et on va retrouver un protocole qui était utilisé par les opérateurs télécoms principalement, qui est le PTP, le Precision Time Protocol, et qui arrive depuis quelque temps maintenant dans les data centers, donc au niveau des entreprises. Et on va retrouver également un autre challenge qui sont les débits réseau. Et ce qu'il faut savoir, c'est au cœur du réseau du data center, on va retrouver des connexions réseau à très haut débit. On va parler de 100 gigas.
400 gigas, voire même du 800 gigas aujourd'hui. Donc là, il y a un changement de paradigme aussi qui est très important. Alors, il y a l'utilisation des infrastructures, ça c'est une chose, mais il y a également l'IA, la façon dont l'IA va être utilisée, qui va avoir, cette IA va avoir un impact également sur l'infrastructure. Donc, il faut savoir que les modèles d'IA, notamment ceux de type LLM, Large Language Model, nécessitent une grosse puissance de calcul. Et si on parle des différentes phases de l'IA, il y en a deux importantes, que sont l'entraînement, qui est très gourmand en ressources, et il y a l'inférence, qui est celle-ci est moins gourmande en termes de ressources, mais qui est utilisée beaucoup plus fréquemment. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les data centers doivent pouvoir s'adapter à des charges de travail qui vont être variables, et ces data centers doivent pouvoir gérer également des pics soudains de demande de ressources. Et des pics très importants. Donc, on le voit, hein, avec l'IA, tout est vraiment démesuré, aussi bien consommation, au niveau de la consommation électrique, dégagement de chaleur, pour être, si on part sur la partie réseau, la latence, la synchronisation temporelle, les débits. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qui deviennent un peu démesurées. Donc, en fait, donc ça veut dire quoi? En fait, les data centers doivent être agiles, évolutifs et modulaires pour répondre aux besoins exponentiels des ressources que l'IA amène. Donc ça, c'est un point très important, l'agilité. Alors, si vous le souhaitez, Lucie va vous proposer un sondage, donc n'hésitez pas à y répondre. Et je vais laisser la main à Étienne pour que tu nous expliques comment Drut et Netmetrics, nous pouvons répondre à cette problématique de gestion des ressources. Oui, Olivier, tu as listé beaucoup de problèmes. Il est temps de passer un peu à qu'est-ce qu'on peut faire, de quelle façon on peut être proactif. Donc, je suggère que chacun puisse, comment dirais-je, jouer avec ce pôle et avec ce sondage pour qu'à la fin, on puisse faire un bilan. Donc, si on résume un petit peu ce que Olivier a mentionné, et pour faire un peu un récapitulatif de 2 années de notre côté de travail en discutant avec un certain nombre d'acteurs qui veulent déployer des solutions d'IA, on s'est aperçu qu'il y a 4 grands défis. Le premier défi est autour de l'évolutivité. Tous les gens qui démarrent dans l'IA, à déployer de l'IA, en gros, ont une vision à peut-être 12 mois, 18 mois de ce qu'ils veulent faire, mais pas une grande perception au-delà de ces 1 an ou 1 an et demi. Et en fait, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'aujourd'hui, on parle d'investissements qui sont significatifs. Or, on veut pouvoir définir finalement quelque chose où on va pouvoir conserver ces investissements de façon, comment dirais-je, très soignée, premièrement, et deuxièmement, permettre à vraiment de scaler en fait ces architectures. Donc là, il y a un défi qui est comment dirais-je, très important de comment imaginer dès le départ une infrastructure qui saura évoluer. Et on le voit en fait au sein soit d'une entité d'une entreprise ou au niveau d'une entreprise, parce que typiquement dans une entreprise de taille moyenne ou une grosse entreprise, eh bien, il va y avoir plusieurs départements voulant utiliser de l'IA. Or, avoir une approche conjointe et surtout structurée est quelque chose qui est un vrai défi. On le voit, nous, avec toutes les entreprises avec lesquelles on travaille en Europe. Le deuxième, c'est au niveau de la performance. Olivier a un petit peu parlé des problématiques de réseau, de latence, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui est un vrai problème. On l'a constaté dans beaucoup d'installations existantes. En fait, les gens vont disposer parfois d'une infrastructure très, très puissante, mais on peut donner en fait peu de visibilité sur ce qui se passe dans typiquement le réseau de back-end qui va connecter des GPU ou qui va permettre à des GPU de travailler entre elles. Et souvent, en fait, le réseau est une source de problèmes, souvent ignorée, mais le réseau qui va permettre l'échange de données à très haute vitesse, qui est absolument important dans des applications telles que le LLM. Le réseau est une potentielle source de latence, mais aussi d'un certain nombre de problèmes. On pourra éventuellement rentrer dans le détail si vous avez des questions. Mais c'est quelque chose qui, comment dirais-je, vraiment peut ralentir en fait l'efficacité d'un investissement significatif.
Le troisième domaine, c'est l'efficacité. En fait, on achète des équipements, on achète des cartes d'interface d'accélération qui s'appellent des GPU, qui coûtent dans certains cas très très cher, puisqu'on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Comment assure-t-on finalement une utilisation maximum de ces ressources aussi, pour faire un petit peu un récapitulatif de ce qu'on a vu sur le terrain? Il y a beaucoup d'entreprises où en fait elles ont un certain nombre de ces GPU, mais elles ne sont pas forcément bien utilisées ou surtout peu utilisées. J'ai rarement vu en fait des GPU utilisés à plus de 60% de leur temps sur une période d'une année. Et c'est quelque chose quand même qui est un petit peu, non pas choquant, mais qui nécessite en fait de se dire proactivement, est-ce qu'on peut améliorer cette efficacité? Enfin, dernier point, c'est l'aspect de la flexibilité. Flexibilité parce qu'on est dans un monde dans l'IA où tous les jours il y a des nouvelles annonces, tous les jours ou tous les mois il y a des nouvelles cartes, typiquement GPU, qui vont apparaître, des évolutions. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va investir dans des cartes, par exemple GPU, mais demain, elles vont changer. Quelle est la bonne stratégie? Est-ce qu'il faut, quand il y a une nouvelle version, un peu comme un smartphone, passer à la nouvelle version? Est-ce qu'il vaut mieux finalement accumuler toutes les versions précédentes et pouvoir bénéficier de la puissance? Il y a un certain nombre de questions qui sont importantes, stratégiques, et qui ont bien entendu un impact sur le porte-monnaie. Donc là, il y a une vraie série de défis qui sont résumés au travers de ces 4 points. Donc, ce qu'on veut, c'est adresser ça. Et en fait, Netmetrics et Druid ont adopté un petit peu une stratégie par rapport à ça. C'est le but de ce webinaire, de la partager avec vous. Donc, j'aime bien illustrer en fait ces défis de façon concrète. Là, j'ai représenté une configuration d'une société que je connais bien et qui dispose d'un certain nombre de ce qu'on appelle des DGX, donc des calculateurs avec des cartes, comment dirais-je, NVIDIA, typiquement 8 à 12 cartes NVIDIA dans ce type de serveur. Et en fait, on va parler par exemple de X rack tournant ces DGX de façon à avoir un certain nombre de GPU pour pouvoir offrir des services d'IA. Voilà. Donc, dans cette configuration, si je résume par rapport à ce que je disais dans la slide précédente, on va trouver et illustrer ces défis. Le premier, c'est bien typiquement mettre des DGX, ces fameux équipements avec des cartes à 100 de NVIDIA. On parle de serveurs qui vont consommer potentiellement plus de 10 kW chacun. Est-ce que vous êtes à même, dans un rack, dans vos entreprises, de mettre des racks avec plus de 20 kW, voire 40 kW, voire beaucoup plus, dans un seul rack? Aussi bien d'un point de vue énergie, mais qu'en dissipation de chaleur. Olivier en a déjà parlé, mais aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est que la majorité des entreprises avec qui on parle ont des racks où il est difficile de disposer de plus de 20 kW, même dans certains cas 6 kW. Et donc, introduire en fait une source de chaleur très forte dans le data center est un vrai souci. Le deuxième, c'est cette notion d'optimisation. J'en ai un petit peu parlé il y a quelques minutes. C'est typiquement, j'achète des équipements, des serveurs avec au moins 8 cartes GPU. Comment je m'assure qu'à ce qu'ils soient utilisés au maximum? Aujourd'hui, faire ceci, souvent, des gens vont développer certains outils logiciels pour faire une espèce de load balancing et ainsi de suite, pour pouvoir distribuer les tâches. C'est quelque chose qui peut être compliqué et qui va devoir évoluer avec les versions logicielles. C'est quelque chose qui est difficile à maintenir, donc ça pose pas mal de challenges. Le troisième, c'est la croissance. Vous avez au départ, par exemple, démarré avec un certain nombre de DGX. Quand vous avez besoin de plus de capacité, introduire par exemple un nouvel élément dans ce type d'architecture est quelque chose qui est assez compliqué. Premièrement, parce qu'éventuellement, il y a une saturation de la puissance dans un certain rack. Il n'y a pas forcément la capacité d'évacuer toutes les BTU ou toutes les calories dans le data center, mais il peut y avoir un autre type de problème qui est, il faut rajouter des ports Ethernet, il va falloir revoir le réseau de back-end, il va falloir refaire quelque chose. Rajouter un élément dans ce type d'infrastructure n'est pas une affaire d'une demi-journée, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Quatrième point, la diversité. Aujourd'hui, beaucoup de gens achètent des produits NVIDIA. Demain, peut-être des produits de chez AMD, peut-être Intel, peut-être des produits chinois Huawei ou je ne sais d'autres acteurs qui vont venir. La diversité fait partie intégrante de toute solution informatique. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans une architecture qui est plus typiquement NVIDIA. Pouvoir évoluer vers une architecture multivendeur est quelque chose qui présente un certain nombre de challenges et c'est ce dont on veut également parler. Dernier point, encore une fois, pour réinsister sur le réseau typiquement de back-end,
utiliser un réseau en fait entre tous ces serveurs-là au niveau back-end nécessite des architectures assez compliquées, assez chères d'un point de vue achat, et nécessite aussi des compétences très très particulières. Je veux juste mentionner on s'est aperçu en fait dans les sociétés avec lesquelles on a parlé, beaucoup en fait ne regardaient pas bien en fait comment fonctionnait ce réseau de back-end entre serveurs de haute puissance, et en fait ils se sont aperçus, pour ceux d'entre eux qui ont commencé à regarder, à faire de l'observabilité, eh bien que tiens, il y avait des problématiques de boucle, tiens, il y avait des problèmes de latence, et ainsi de suite, qui en fait impactaient les performances de l'application. Donc autour de ça, il y a vraiment beaucoup de défis, et on pense, Olivier et moi, pensons qu'il est très important de définir une espèce de fil rouge, une stratégie par rapport à une architecture sur laquelle on peut construire un plan de déploiement d'applications dans le domaine de l'AI. Alors, Étienne, une petite question pour toi. Tu as abordé tout un tas de défis techniques que l'IA engendre. Maintenant, est-ce que tu as déjà rencontré des challenges des challenges impactant l'humain? Oui, alors c'est une bonne question, Olivier. Là où on a vu beaucoup de challenges côté humain, c'était dans tous les petits problèmes qui peuvent arriver tous les jours en fait dans ce type d'architecture, tel que vous l'avez sur la slide, et qui nécessite très, très souvent d'intervenir dans le data center. Je vais donner plusieurs exemples. Une carte GPU qui ne fonctionne pas bien, ça nécessite d'aller dans le data center, d'arrêter des serveurs, de sortir une carte, de faire un certain nombre d'opérations. C'est très compliqué. Ce n'est pas quelque chose que l'on va faire dans les 10 minutes qui viennent. Ça nécessite une planification, ça a un impact aussi sur la disponibilité d'applications, mais ça nécessite à des gens d'aller dans le data center et des personnels très particuliers pour aller toucher ce type de machine. Même chose pour, par exemple, au niveau des problématiques de réseau. Donc, en fait, l'impact humain, il est d'avoir à passer un temps considérable en matière de surveillance en fait, de ce type d'infrastructure pour être certain qu'il fonctionne de la bonne façon et de façon optimale. Et ça, c'est aussi un challenge humain. C'est un challenge au niveau de l'entreprise d'avoir ses ressources pour ça, mais aussi d'avoir des personnes qui veuillent bien aller dans le data center, qui n'est pas forcément d'ailleurs dans les locaux de l'entreprise directement, mais qui vont devoir aller mettre les mains dans le cambouis et passer un temps certain dans un environnement qui est loin d'être agréable, puisqu'il est de plus en plus bruyant, de plus en plus chaud, et ainsi de suite. Donc, pour passer des problèmes plutôt vers la solution, en fait, on s'est dit ensemble avec Olivier qu'il y a Étienne, je pense qu'on a perdu Étienne. Alors, je pensais que c'était moi, mais donc désolé. On va attendre quelques secondes qu'Étienne réapparaisse. Alors, si vous nous donnez quelques petites secondes. Désolé de ce contretemps. Et malheureusement, je ne peux pas prendre la main parce que Étienne, ce sont les slides d'Étienne, donc il a son pitch. Voilà. De connexion simultanée, un problème de connexion. Donc je reprends Netmetrics et Druid ont décidé de définir une règle, un petit peu une approche en se disant quelle est la boussole que l'on peut partager avec des entreprises, des managed service providers, comme on les appelle. Surtout dans un monde, et c'est le but de tous ces logos autour de cette slide, où en fait chaque catégorie de vendeurs d'équipements réseau, vendeurs de cartes GPU, vendeurs de systèmes, vendeurs d'hyperviseurs, mais aussi de solutions de storage, va vouloir tirer dans un sens. Donc le but de cette boussole, c'est de tracer une direction permettant d'adresser ces défis tout en restant tout à fait compatible avec tous ces systèmes. Voilà l'objectif que nous avons ensemble avec nos deux sociétés et présenté à des sociétés telles que vous. Donc, Olivier, nous avons décidé d'une stratégie commune. Alors,
Oui, merci Étienne. Donc en fait, oui, notre stratégie est assez simple. En fait, on va retrouver tout un tas de techno ou des sujets qui sont bien connus chez nous, chez Netmetrics, qui sont en fait le niveau de l'analyse, par exemple. Pardon, je reprends, hein, j'étais un petit peu perdu là. Donc en fait, chez Netmetrics, on maîtrise déjà tout un tas de sujets qui sont existants, qui étaient existants dans les data centers classiques et qu'on va retrouver avec les nouveaux data centers qui sont dédiés à l'IA. On va parler de sujets bien connus chez nous, que sont l'analyse de performance des infrastructures réseau, les mesures PTP de synchronisation de temps. Et par contre, on a été chercher des nouvelles solutions qui vont répondre à des défis techniques qui sont un peu inédits. Que l'IA amène en fait. Et pour cela, on a complété notre portfolio avec des solutions telles que Drut pour répondre à la gestion et à l'optimisation des ressources GPU, mais pas que, on va le voir après. Et également comme des solutions que l'on appelle de Smart PDU, pilotées par l'IA, permettant d'économiser jusqu'à 12% de consommation électrique. Donc, en fait, on a une approche un peu globale et on a également une approche d'observabilité. On en parlera un petit peu plus tard, à la fin de la session, pour donner une vision à 360 degrés de ce qui se passe au niveau d'un data center en ayant une approche multicouche. Merci Olivier. Donc moi ce que je suggère c'est que finalement on rentre un petit peu dans le détail. Ce qui est intéressant c'est que je pense Olivier, ces trois dimensions, simplifier, sécuriser, garantir, ça rappelle des choses dans le monde du réseau il y a quelques années, non ? Bah, tout à fait, oui, oui, bah, c'est ce que je disais. En fait, on va retrouver tout un tas de techniques, de tests, de monitoring que l'on faisait que l'on fournissait dans les data centers précédents, en fait, d'ancienne génération. Et l'IA a amené tout un tas de challenges qu'on a relevés en sélectionnant quelques technologies innovantes pour répondre à l'ensemble de ces besoins. Alors, je te suggère qu'on rentre dans le détail maintenant. On va prendre chacune de ces trois dimensions et comment Drut adresse en fait les défis dont on avait parlé il y a quelques minutes. Donc, le premier, c'est cette notion de simplifier. Donc, Drut propose en fait une architecture où l'idée, elle est de dire fondamentalement, ces cartes d'accélération, ce qu'on appelle des GPU, ne vont pas être installées dans les serveurs, mais vont être déployées dans des châssis particuliers, connectés au travers de ce qu'on appelle un réseau photonique, en fait, vers des serveurs. Au travers de ça, en fait, on va mettre en place ce qu'on appelle des pools de GPU, c'est-à-dire de remplir des boîtiers spécialisés de cartes GPU, de vendeurs, de fournisseurs différents, de types différents, peu importe, et de mettre en fait ce concept de pool à disposition de chacun des serveurs qui est sur la gauche. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Ça veut dire qu'un serveur sur la gauche, connecté à ce qu'on appelle cette fabrique photonique, va pouvoir dire il me faut une carte de tel type, il m'en faut 2, il m'en faut 3, il m'en faut 4, il m'en faut 5, il m'en faut 12 et ainsi de suite. Voilà. Et en fait, au travers de ça, l'application va pouvoir accéder à la demande à une configuration de GPU qui correspond à ce dont elle a besoin à un instant T. Elle aura peut-être besoin d'une seule carte ou peut-être de 3 cartes, et ainsi de suite, peut-être pour quelques minutes, et après, elle va les remettre dans le pool. Donc ce concept de pool, en fait, est très intéressant parce que, on va le voir dans le futur, en fait, l'idée est d'éviter le gaspillage et de permettre à un serveur, à une application, à un moment de dire j'ai besoin d'un certain nombre de cartes dans ce pool, je les utilise et après je les remets dans le pool disponible pour d'autres applications ou d'autres personnes.
Ça veut dire aussi que si une application à un instant T ne sait pas accéder, n'a pas accès à assez de ressources, eh bien, elle va attendre et puis elle pourra disposer des ressources quand elles seront disponibles dans ce pool. Donc, premier concept très important, cette notion de pool. Le deuxième, c'est l'utilisation d'un réseau photonique. Alors, quel est l'intérêt de ce réseau photonique? En fait, il y a plusieurs dimensions. Le premier, c'est d'assurer des performances fondamentales, puisque on parle de liaisons qui vont à des plus de 800 gigabits par seconde, en fait, ici, qui n'ont pas, en fait, de couche Ethernet ni IP. On parle d'un réseau vraiment où ce n'est que la lumière. C'est un réseau de type de niveau 1 qui va permettre, en fait, une connexion de bout en bout entre un serveur et une carte GPU. L'intérêt aussi d'un réseau photonique, c'est qu'on ne transite pas par de l'électrique, par rapport à, si vous êtes familier avec des connecteurs qu'on appelle GBIC et ainsi de suite. Donc, on est directement en optique, ce qui a un impact intéressant puisque le boîtier au milieu ou les boîtiers fournissant cette commutation sens photonique consomment très peu de watts. On parle de même pas 10 watts pour un gros boîtier avec 144 ports, juste pour vous donner une idée. Donc là, on est à une dimension, on est très très loin en fait de la consommation par exemple de réseaux de type Ethernet à 800 gigabits. L'intérêt aussi du réseau photonique, c'est que c'est vraiment le futur. Même, comment dirais-je, Nvidia dit qu'ils allaient basculer eux aussi dans le futur en photonique. C'est que à terme, en fait, les chips et même typiquement des chips ou des CPU auront une interface photonique directe. Il n'y aura plus de passage par de l'électrique. Voilà. Le troisième dimension qui est intéressante, c'est vraiment cette notion que j'ai appelée plug and scale. Dans ces boîtiers où on crée des poules, eh bien, typiquement, pouvoir insérer ou retirer une carte se fait à chaud. On va pouvoir ôter une carte, on va pouvoir remettre une carte. Et donc, typiquement, par exemple, un jour, vous avez besoin de plus de capacité en matière de GPU, vous allez pouvoir insérer dans le pool, en fait, de façon physique, à chaud, des nouvelles cartes, sans avoir à arrêter les serveurs, démonter le serveur, avoir de la disponibilité des serveurs, et ainsi de suite. Donc là, on est instantanément, j'ai besoin de capacités supplémentaires, j'insère une carte. Il y a des dimensions, on en reviendra un petit peu plus tard, typiquement aussi, c'est qu'une carte peut être arrêtée au niveau alimentation, en fait, de façon juste par un appel API ou par une instruction. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas d'utilisation, on peut imaginer d'arrêter l'alimentation d'une carte et donc diminuer de façon drastique la consommation. Pour votre information, typiquement une carte GPU consomme entre 300 et 700 watts par carte, 300 watts quand non utilisés dans pas mal de cas, supprimer 300 watts fois multiplié par le nombre de jours, multiplié par ainsi de suite, ça représente des chiffres qui sont très, très intéressants. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'une simplification. Simplification dans le sens où j'ai des serveurs qui sont des serveurs traditionnels finalement sans avoir des très gros châssis qui consomment moins et sur lesquels je vais mettre à disposition un pool de ressources. L'avantage de ceci, en fait, il y en a deux avantages importants. Le premier, c'est qu'on est dans une dimension multivendeur. Vous voulez mélanger des cartes de M. Nvidia ou de M. AMD, voire d'un troisième et ainsi de suite. Eh bien, c'est complètement naturel puisque c'est au serveur de dire il me faut une carte AMD de tel type, il me faut une carte Nvidia de tel type. Vous êtes complètement indépendant et vous assurez que n'importe quel serveur, éventuellement des serveurs de différents vendeurs, HPE, Lenovo, Supermicro, et j'en passe, et l'autre, va pouvoir accéder à ces ressources de façon instantanée au besoin. Typiquement, pour votre information, la connexion d'un serveur à une ressource d'un pool est quelque chose qui prend moins d'une seconde. Donc, première dimension multivendeur. La deuxième, c'est ce que j'ai appelé zéro configuration. Encore une fois, il n'y a rien à configurer. Il n'y a pas de réseau à configurer. Il n'y a pas de couche IP à définir. Quand vous avez besoin d'un nouveau serveur, vous connectez le serveur. Quand vous avez besoin d'une nouvelle GPU, vous enclenchez, vous embranchez une carte GPU dans un de ces châssis. Il y a zéro configuration hardware et software à faire. Voilà. Donc, on est vraiment dans le cadre d'une simplification poussée à l'extrême. Deuxième dimension, la dimension garantir. Garantir qui est important puisqu'on parle d'investissements qui sont quand même pas négligeables, donc il faut garantir un bon fonctionnement, ainsi de suite. La première dimension, c'est vraiment cet usage maximum. Donc, typiquement, usage maximum des ressources et, pour parler de ressources, donc les GPU qui sont dans ces fameux racks. Eh bien, c'est là où l'idée du pool est extrêmement importante, c'est de dire,
pour toute société qui va démarrer avec une application IA dans un département, mais qui ne sait pas bien comment va évoluer l'usage de cette application, ou ne sait pas si d'autres départements ne vont pas commencer aussi à avoir besoin d'autres applications. L'idée, c'est de démarrer petit et de croître au fur et à mesure. Et donc, au fur et à mesure de l'utilisation des GPU et typiquement, comment dirais-je, des besoins des applications, c'est de rajouter au fur et à mesure, en fait, typiquement, des cartes GPU dans ce pool. Donc, premièrement, une flexibilité maximum, mais surtout, vous avez besoin d'autres cartes GPU, de nouvelles cartes, parce qu'il y a des besoins qui commencent à croître. Et typiquement, par exemple, parce que vous avez ajouté un autre département avec une autre application utilisant de l'IA et des GPU, eh bien, vous achetez une carte GPU, vous branchez la carte GPU, pas d'opération, pas aller dans le data center, soulever des serveurs, démonter des serveurs, rajouter des cartes, rebooter des serveurs, reconfigurer des serveurs, rien à faire de ce côté. Deuxième, c'est aussi garantir cette performance. Encore une fois, c'est un point qui est très, très important. Comme je le disais auparavant, le réseau est une source, typiquement les réseaux, ce qu'on appelle les réseaux back-end, en fait, qu'ils soient InfiniBand ou Ethernet, en fait, pour les cartes GPU, sont des réseaux qui nécessitent des configurations, qui nécessitent des couches d'observabilité pour garantir ainsi de suite. Encore une fois, on est dans le cadre où la moindre latence est un problème. Dans ce type de configuration que propose Druid, il n'y a en fait aucune configuration. Et comme il n'y a pas de configuration, en fait, typiquement, la performance va être garantie. Il n'y a pas d'impact, en fait. Ce réseau photonique ne va pas apporter de latence particulière, ne va pas induire des problématiques comment dirais-je, de réseau tel qu'on peut le connaître dans le monde Ethernet ou dans le monde infini. Et donc, garantir cette performance est vraiment très, très important parce que sinon, ça va nécessiter, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup d'installations qui ne regardent pas vraiment toutes ces problématiques de performance dans le réseau back-end. En fait, elles ont une infrastructure, mais elles ne l'utilisent pas de façon optimum. Voilà. Et donc, garantir cette performance est important. Et dernier point, c'est la compatibilité. Garantir la compatibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire moi, en tant qu'entreprise, je veux pouvoir utiliser, encore une fois, des produits de fournisseurs différents, par exemple NVIDIA, AMD, et ainsi de suite. Je vais utiliser des serveurs éventuellement de plusieurs marques. Je ne veux pas forcément acheter tous mes serveurs chez un seul vendeur. Eh bien, je m'assure une compatibilité totale parce que ce qui est le plus important, c'est l'application. Un jour, vous aurez une application, vous allez la faire tourner sur, je ne sais pas, des serveurs de type Dell, ainsi de suite, avec des cartes de type NVIDIA. Peut-être que demain, vous aurez une autre application avec des cartes nécessitant des cartes AMD ou je ne sais d'autres marques. Et en fait, c'est l'application qui est le plus important et s'assurer qu'elle soit compatible et qu'elle puisse fonctionner dans un environnement multivendeur. Et c'est typiquement l'architecture de type Druid, qui est une architecture qui s'est évoluée, qui s'est scalée, puisque j'ai mis un schéma avec quelques serveurs, mais on peut parler de centaines de serveurs, on peut parler de centaines de cartes GPU. Eh bien, vous êtes assuré en fait d'une compatibilité aujourd'hui et dans le futur. Juste pour entrer dans un niveau détail, on parle de cartes PCI Express. Et aujourd'hui, ça veut dire être compatible avec des cartes de type PCI 4, génération 5, mais également génération 6 à venir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'en fait, qu'on va garantir et protéger les investissements que vous faites au fur et à mesure dans le domaine de l'IA et s'assurer que votre infrastructure s'est évoluée, premièrement, et deuxièmement, c'est aussi garder les équipements que vous avez achetés il y a quelques années, une carte GPU que vous avez acheté il y a 1 an ou il y a 2 ans, elle pourra être utilisée encore pendant X années sans aucun problème par vos applications. Donc, ça veut dire quoi? Vous allez optimiser en fait aussi bien les investissements en matière de CAPEX qu'en OPEX, sans compter les gains en matière de ressources humaines pour gérer ce type d'infrastructure. Donc ça, c'était le deuxième chapitre, garantie. Et en fait, le dernier, c'est cette notion de sécurité, alors sécurité au sens large, qui est pour Olivier et pour moi, nous semble très, très important. C'est d'abord sécuriser le monde des données. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans rentrer dans le détail, en fait, ce type d'architecture, quand on utilise des GPU, on a besoin d'accéder à des tas de données. Ces données, elles peuvent venir au travers de la CPU, mais au travers de ce type d'architecture, elles peuvent venir directement, en fait, de sources, par exemple, de type NVMe, pour ceux qui connaissent ce type de... Et ça veut dire aussi qu'on va connecter à la demande typiquement ces données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces données ne sont pas derrière en fait un réseau de type Ethernet où il faut gérer des firewalls, il faut gérer des règles de sécurité, mais ça veut dire qu'on va connecter en fait physiquement des données, un peu comme un air gap. On va connecter directement ces données à ces cartes GPU au besoin à un serveur uniquement quand l'application en a besoin et après on va le déconnecter au sens physique.
Sécuriser, ça veut dire aussi de la disponibilité. La disponibilité, les plans de reprise, la haute disponibilité. Eh bien, concrètement, en fait, dans un environnement de GPU, en fait, le MTBF, pour ceux qui connaissent le MTBF de carte NVIDIA très performante, eh bien, il n'est pas de 100%, il est de 99, quelque chose. Ce qui veut dire, en fait, sur une année, il peut y avoir un certain nombre de problèmes. Détecter typiquement un problème en fait avec une carte GPU, quelque chose qui est un process assez long, puisqu'il faut arrêter le serveur, il faut démonter la carte, il faut se dire est-ce que je vais la mettre dans un autre serveur, ainsi de suite. C'est un processus qui est relativement fastidieux. Avec ce type d'architecture, eh bien, vous avez une carte, vous avez un problème au niveau applicatif, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez dire je vais utiliser une autre GPU dans le pool et voir si ça fonctionne, ce qui va me permettre d'isoler la carte GPU, je vais la retirer, je vais la changer. Ou alors, je vais mettre l'application sur un autre serveur qui va utiliser la même GPU. Donc, c'est un processus qui va prendre 10 minutes pour valider, là où typiquement, ça va prendre des heures, voire des journées, parce qu'il faut aller dans le data center, il faut démonter des choses, et ainsi de suite. Là, on peut faire tout à distance, en fait, en créant, en jouant avec le pool d'informations. Et enfin, sécuriser surtout, encore une fois, les évolutions. On est dans un monde où le logiciel, il évolue tous les jours, les versions évoluent en permanence, les produits évoluent en permanence. Donc, s'assurer qu'on sait faire évoluer cette architecture, en fait, étape par étape, parce qu'on va mélanger des équipements de certaines générations avec d'autres générations, est quelque chose qui est fondamental. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on sécurise, en fait, fondamentalement tout les échanges entre les différentes générations et on s'assure que bien, on va pouvoir continuer à opérer même dans le futur et surtout si des serveurs ne fonctionnent pas ou des cartes GPU ne fonctionnent pas. Donc, l'impact, c'est d'être beaucoup plus serein, de créer une architecture surtout de confiance et où surtout l'innovation, elle est là pour aider, en fait, encore une fois, à définir un axe majeur, une espèce de fil rouge, en fait, pour des nouvelles architectures qui sont beaucoup, beaucoup plus faciles à maintenir et qui fourniront un taux de disponibilité plus important. Donc, si je résume, par rapport à ces 3 points que l'on a détaillés, on va obtenir, je dirais, 2 familles de gains, de bénéfices, en fait, pour les utilisateurs. Le premier, c'est à très court terme, eh bien, c'est de pouvoir réutiliser, de pouvoir considérer, pourquoi pas, d'acheter des modèles d'occasion de cartes graphiques. C'est ce que certains de nos clients souhaitent faire. C'est de pouvoir mélanger des produits et surtout des cartes GPU de types différents, de générations différentes. Ça, c'est quelque chose de formidable. Ça veut dire que vous avez acheté déjà au fur et à mesure du temps un certain nombre de cartes. Vous avez peut-être récupéré des cartes dans le monde du refurbished, comme on dit. Eh bien, vous allez pouvoir, dans un pool, accumuler en fait toutes ces cartes de façon à maximiser l'utilisation. Ce que vous voulez, c'est un petit peu comme si vous aviez un pool de voitures, une flotte de voitures d'entreprise, c'est vous assurer que vous l'utilisez au maximum. Et ça, c'est l'objectif que l'on voit maintenant dans toutes les entreprises, utiliser au maximum toutes ces ressources. Et ça, c'est un gain immédiat. Le deuxième, qui est indirect, mais c'est de pouvoir isoler en fait les sources de chaleur et de consommation. Typiquement, avec l'architecture dont on parlait, en fait, on va pouvoir garder des serveurs de type 1U ou 2U qui consomment quelques centaines de watts et pas des qui consomment une dizaine de kilowatts. Ça veut dire que les GPU, on va pouvoir les isoler, pourquoi pas dans une pièce particulière du data center, où il peut y avoir premièrement une réfrigération particulière, mais également, typiquement, un apport des racks de plusieurs dizaines de kilowatts. Et ça intéresse beaucoup de gens de dire qu'ils ont un data center créé il y a une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années. C'est-à-dire, moi, ces GPU, je vais les mettre peut-être dans un accès particulier, parce qu'il y a des ingénieurs qui vont y rajouter des cartes. Mais ce rack-là, il va être dans une pièce très spécifique du data center, isolée, où il y a une climatisation particulière. Le dernier point, j'en ai déjà parlé, on voit beaucoup d'entreprises, en fait, il y a une initiative dans un département, dans une business unit, et en fait, il va y avoir plusieurs démarches, au sein de toutes ces business units, et c'est de dire, au travers de cette infrastructure, j'ai une approche globale, où chaque département va pouvoir taper dans ce pool et utiliser ce pool. Voilà, même si j'ai construit en fait une grosse machine d'IA, mais cette machine, je l'ai partitionnée entre plusieurs départements. Et donc, ça veut dire quoi? J'optimise en fait mes coûts d'achat et mes investissements au niveau de cette machine d'IA. Et derrière, on va trouver ensuite des gains qui sont à court et à moyen terme, qui sont un petit peu différents. C'est de dire, aujourd'hui, moi, demain, aujourd'hui, je sais ce que je dois acheter comme GPU. Demain, je ne sais pas ce qui va. On ne sait pas d'ici un an quels seront les bons types de GPU pour certaines applications.
le monde des applications est également en pleine évolution. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je garde toutes les portes ouvertes parce que je sais que je pourrais connecter ces cartes en fait, dans mon pool. Demain, est-ce que ça sera de l'AMD et ainsi de suite? J'ai déjà fait mes choix de serveurs. Je sais que je peux conserver mes serveurs. Je garde toutes les portes ouvertes pour le futur. Ça va permettre également, et ça intéresse un certain nombre de clients avec qui on parle, de construire des architectures qui sont redondantes, non seulement côté serveur, mais également côté GPU. On a parlé en fait de notions comment dirais-je, de tests très très rapides pour savoir s'il y a une GPU, mais du coup, on va pouvoir, grâce à ce type de solution, construire des architectures qui sont haute disponibilité dans le monde des GPU. Et enfin, et je pense que c'est peut-être un des domaines les plus importants parce qu'on revient dans l'informatique à qu'est-ce qui est le plus important, c'est l'application. Ça veut dire que l'application, on va pouvoir lui dire, tu peux accéder à ça, 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 tel type de ainsi de suite. Dis-moi ce qui est le mieux pour toi à un instant T. Et c'est là où c'est important, puisque ce qu'on a appris, c'est que certaines applications vont marcher, fonctionner, mieux utilisées, par exemple des RX 6000 Pro de NVIDIA, peut-être dans certains cas plus des H100, dans certains cas des GB200, dans certains cas d'autres types de cartes. Et c'est ça qui est important, c'est qu'à un moment, on dise, le data scientist ou l'utilisateur dise, moi j'ai un gros besoin, j'ai un très gros job, j'ai besoin de tout ce qui est disponible. Qu'est-ce qu'on a disponible dans l'entreprise en ce moment? J'appuie sur le bouton, je veux utiliser ça. Voilà. Donc c'est vraiment une revue des bénéfices à haut niveau de ce que va apporter ce type d'architecture de Druid dont on parlait. Alors, Étienne, est-ce que tu as des cas d'usage clients à partager? Oui, alors c'est une bonne question. Et je vais parler en fait d'une société qui est aujourd'hui en Italie et qui a typiquement 3 départements. 3 départements, en fait, 3 groupes dans l'entreprise qui souhaitent utiliser. C'est un petit peu ce que je vais illustrer sur cette slide. C'est que l'approche traditionnelle que j'ai mis à gauche, c'est ce qu'on appelle ce que je vais appeler un rack statique, c'est-à-dire avec typiquement des ressources de type DGX, et ainsi de suite. C'est une architecture qui est très statique. En fait, un des départements de cette entreprise avait lancé toute une initiative au niveau du LLM pour avoir sa propre machine AI. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après en fait, une étude de la solution de Druid, ils sont arrivés à se dire, finalement, il y a d'autres départements dans mon entreprise, on a besoin d'uniformiser, peut-être que de construire 3 machines, 3 silos, peut-être qu'il vaut mieux que je construise en fait une machine que je vais pouvoir scinder de façon dynamique entre plusieurs départements en gérant un pool de ressources. Alors, sur le schéma, en fait, j'ai montré ce passage de statique à dynamique au travers de l'utilisation de la solution Druid, où en fait, on va définir un rack utilisé pour des GPU, un rack pour des CPU, et un rack typiquement donc pour des storage, en fait, typiquement du software defined storage, qui va être optimisé, mais qui va être connecté à la demande, comme je le disais il y a quelques minutes, en fait, à des serveurs et à des utilisateurs, des cartes d'accélération au travers d'une fabrique photonique. Donc, dans cet exemple, en fait, il y a une double rationalisation. Il y a une rationalisation de dire, OK, j'ai une infrastructure que je sais allouer de façon complètement dynamique entre différents départements, premièrement. Et deuxièmement, j'ai une architecture où, en fait, elle est multitenante par définition, c'est-à-dire que des données, des tas de données utilisées sous la responsabilité d'un département ne peuvent pas être accessibles par un autre département, ceci sans avoir à gérer des notions de firewall, des notions compliquées comment dirais-je, d'access control et ainsi de suite. Voilà. Et en fait, cet exemple est très intéressant. Partir d'une entreprise qui avait un premier département ayant une initiative d'une machine AI pour pouvoir mieux exploiter des données qu'elles ont et ainsi de suite, et de dire, au travers d'une dimension multi-département, eh bien, on va finalement construire une machine qui se recompose de façon dynamique en fonction des besoins, mais on a optimisé en fait l'architecture au sens, eh bien, on a un pool, on optimise nos investissements et on s'assure qu'on a un maximum d'utilisation de nos ressources. Et c'est vraiment le message clé au travers de cette slide, c'est de dire, dans le cadre ici à gauche, j'ai des ressources qui sont utilisées, ne sont pas utilisées. Dans le système à droite, eh bien, l'objectif, il n'y en a qu'un seul, c'est d'utiliser au maximum chacune des ressources. Et quand on n'en a plus assez, eh bien, on rajoute des ressources en insérant, et ceci de façon complètement transparente, sans avoir à reconfigurer tout ce rack, et ainsi de suite. Voilà.
un exemple de cas concret. Donc, je te passe la parole, Olivier. Ouais, merci Étienne. Écoute, c'était vraiment super intéressant. Donc en fait, juste pour résumer, la solution Drut qu'Étienne a présentée, je vais la résumer en deux, trois mots. Elle permet de gérer et optimiser les ressources, aussi bien GPU, CPU que de stockage, avec ce qui est très important aujourd'hui, des réductions de coûts euh, non négligeables. Voilà. Alors, chez Netmetrics, en fait, on représente la solution Drut sur le marché français, mais pas que. On a également tout un écosystème de solutions qui vont être adressées pour l'IA. On l'a vu tout à l'heure, la consommation électrique est quelque chose de très important et qui est clé au niveau du CAPEX. On va se retrouver avec des factures très importantes de consommation électrique. Et en fait, là, chez Netmetrics, on a une nouvelle solution qui est un Smart PDU de nouvelle génération qui est alimenté par l'IA, qui permet de gérer la consommation électrique au niveau de chaque serveur. Et ce qui va permettre une diminution jusqu'à 12% de la consommation électrique. Donc, ramener à une facture d'un data center, une facture de consommation électrique d'un data center, ce sont des économies d'énergie, des économies en euros très importantes. Deuxième type de solution que l'on propose, on l'a vu tout à l'heure, la synchronisation de temps est quelque chose d'important au sein d'un data center. Donc, on propose une solution de monitoring qui permet d'appréhender et de détecter de façon proactive les problèmes de dérive d'horloge, etc., avant même que ceux-ci n'impactent les applications. Et donc, avec ce type d'outils et avec les challenges que l'IA amène, avant, on pouvait se passer de ce type d'outils, on pouvait utiliser un équipement pour aller vérifier où était le problème. Donc, le problème était intervenu et on intervenait a posteriori. Et là, vu les enjeux que l'IA amène, il est très important d'avoir une solution qui permet de détecter de façon proactive les problèmes liés à la synchronisation de temps. Donc, d'où ce type de solution. Avec les débits et les KPI de latence et de paire de paquets qui sont des KPI qui sont très importants pour l'IA. On l'a vu, on en a parlé un petit peu, la latence est quelque chose de clé pour l'IA. Donc, on propose un service qui permet de tester en termes de performance une infrastructure avant la production et qui permet de vérifier si tous les prérequis sont respectés. Et si c'est le cas, vous pouvez passer en mode production de façon sereine. Autre solution, et là on va monter un petit peu dans les couches, on propose une solution qui permet de sécuriser les applications qui sont natives IA. Alors, il y a plusieurs choses à ce niveau-là. Il y a la première chose, aujourd'hui, les développeurs utilisent de plus en plus l'IA pour générer du code quel qu'il soit. Eh bien, nous, on va se mettre en amont pour vérifier que ce code qui va être généré par l'IA ne contient pas de vulnérabilité ou donc, en fait, on va faire une détection en amont avant que ce code soit vraiment utilisé dans l'application. Donc, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, on va vérifier dans un code existant les différents modèles d'IA qui sont utilisés et on va faire une évaluation des risques. Et on va être capable donc de déterminer que dans telle partie du code, il y a
tel type d'IA qui est utilisé, et voilà le risque. Et voilà ce qu'il faut faire pour y remédier. Et également, on va être capable, avec ce type de solution, de tester les modes conversationnels qui sont utilisés, qui peut être un chatbot ou autre, pour vérifier s'il n'y a pas des problèmes de sécurité, cybersécurité, au niveau de ces modes conversationnels à base d'IA. Et le dernier point, c'est peut-être un point qui va regrouper un petit peu tout ce dont on a parlé, la solution Druid, la solution des Smart PDU, le monitoring PTP, etc. On propose une solution d'observabilité qui va vous donner une vision globale de ce qui se passe au niveau d'un data center, qui va vous donner une vision à 360 degrés et qui va récupérer en fait les informations au niveau de l'infrastructure, donc au niveau des serveurs, au niveau du réseau, au niveau des smart PDU par exemple, etc. On va remonter également, récupérer des informations au niveau applicatif et également de cybersécurité au niveau de l'infrastructure comme au niveau applicatif pour vous donner une vision complète de ce qui se passe au niveau d'un data center qui va être géré par l'IA. Voilà un petit peu comment ce que l'on peut vous apporter. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a un petit peu dépassé le temps. Maintenant, si vous avez des questions, notamment sur la solution Druid, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Pas de questions? Ok, très bien. Écoutez, j'espère que cette session a été intéressante. Pardon, Étienne, tu voulais dire? Il nous reste à vous remercier pour votre temps. Exactement. Merci à tous. Et je pense que la présentation et la vidéo seront disponibles sur le site du CRIP, Lucie, je crois. Exactement. Le replay et la présentation vous seront envoyés par mail et seront disponibles dans la bibliothèque sur votre plateforme CRIP. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil dès qu'ils seront en ligne. Merci à tous les deux pour cette présentation. Merci à tous pour votre participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Olivier et Étienne directement. Si je peux mettre vos adresses mail dans le chat. Et puis, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. Merci. Merci à tous. Merci, Bonne journée. Lucie. Merci pour le CRIP d'avoir organisé. Merci, Lucie. Merci à vous deux. Au revoir.